toutes et tous. Je suis très heureux de vous accueillir au nom du Centre d'action laïque de la province de Namur à ce webinaire. Je me présente, je m'appelle Aurélien Guisteling, donc je travaille au Centre d'action laïque. Et donc, nous sommes partis aujourd'hui pour ce webinaire Coronavirus et nos droits. Donc, c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre de la campagne communautaire Égaux Ensemble, campagne du Centre d'action laïque communautaire. Et on se retrouve ici en ce début décembre, car ce webinaire s'inscrit dans le cadre aussi de la Journée internationale des droits humains. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour nous interroger ensemble sur l'impact des mesures liées au coronavirus sur les droits humains et sur les discriminations qui en ont découlé. Pour cela, on aura le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Anne-Emmanuelle Bourgault, donc docteur en droit et constitutionnaliste à l'Université de Mons, ainsi que Astéry Mukawebeya, qui travaille, elle, chez UNIA, qui est l'ancien Centre interfédéral pour l'égalité des chances, et donc qui abordera la question plutôt sous l'angle des discriminations, mais aussi des droits humains. Ce webinaire est en live sur Facebook, donc nous vous invitons à poster vos questions sous le live et mes collègues se feront un plaisir de me les transmettre afin que je les relaie vers les intervenantes. Je pense qu'on va commencer tout de suite avec Anne-Emmanuelle qui va aborder pour nous le comment ces mesures ont été mises en place par les gouvernements successifs et leur impact sur les droits humains. Anne-Emmanuelle, je suis très heureux de t'accueillir. À toi. Merci beaucoup Aurélien et merci d'avoir organisé tout ça parce que c'est vraiment un bonheur de pouvoir encore continuer à se réunir même virtuellement et discuter, penser, réfléchir ensemble. Et alors, donc moi, je suis parmi vous, d'abord parce que je suis constitutionnaliste, mais aussi parce qu'on anime en fait depuis la mi-mars notre manière de réagir à l'école de droit UMonts-ULB avec les étudiants. Ça a été de créer un labovirus auquel tu es venu, Aurélien, d'ailleurs. C'était super de venir nous voir. Donc chaque semaine, si vous voulez, donc on se réunit pour observer l'évolution du droit Covid-19. Au départ, je pense qu'on l'a fait un petit peu, c'était une manière de réagir par rebuffade, si vous voulez. C'est le Covid-19 nous avait dans le collimateur, nous on s'est dit, nous aussi on va t'avoir dans le collimateur, là. Qu'est-ce que tu crois, toi tu nous fais mal, mais on va te faire mal aussi. On va observer ce qui se passe et c'est notre job, nous, juristes, d'observer un peu justement ce que ce type de crise fait au droit. Donc au départ, on l'avait fait un peu par rebuffade et en fait, on y a pris goût et donc depuis la mi-mars, chaque semaine, on se réunit en ligne forcément pour observer ce droit. Et donc, merci pour cette invitation parce que c'est une manière de partager avec vous le fruit de nos observations. Et sauf erreur, il y a des étudiants de l'école de droit. Alors moi, je ne vois pas le Facebook Live, mais merci aux étudiants de l'école de droit qui sont là dans ce direct. C'est absolument super, quoi. Franchement, je les remercie. Et ils diront, d'ailleurs, je leur intime comme mission de rectifier si je dis des bêtises. Et donc, qu'est-ce qu'on observe, en fait, si vous voulez, depuis la mi-mars, en termes d'évolution du droit et en termes de droit et liberté? Écoutez, ça c'est un scoop pour personne, c'est que le Covid-19 et la gestion publique du Covid-19 implique et impacte très lourdement nos droits et libertés. Ça c'est incontestable, hein. Que ça soit notre liberté de mouvement tout simplement, que ça soit l'exercice de nos activités professionnelles, de nos activités scolaires et culturelles, que ça soit l'exercice de nos activités philosophiques et religieuses, notre vie privée et familiale. Enfin, je veux dire, je ne vois pas de droits et libertés qui ne sont pas impactés, pour le dire très clair, par cette gestion publique du Covid-19. Alors, est-ce que ça veut dire que ça ne va pas? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une violation flagrante, inacceptable de nos droits et libertés? Ça, ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est que ce qu'il faut bien comprendre, et en particulier, moi j'essaie toujours de le faire comprendre aux étudiants, c'est que dire on est titulaire de droits et libertés, ça ne veut pas dire que nos droits et libertés sont absolus. Et ça ne veut pas dire que les pouvoirs publics ne peuvent pas moduler, si vous voulez, que l'étendue de ces droits et libertés ne varie pas dans le temps.
En fait, on a tendance à croire, surtout depuis la Société des droits de l'homme, que je fais, évidemment, que j'appelle de mes voeux et que je félicite, enfin, je veux dire, ne prenez pas ça pour un manque d'enthousiasme par rapport aux droits de l'homme, mais on a tendance à croire que de toucher aux droits et libertés, c'est interdit. Ça, c'est pas vrai. En fait, c'est pas tant la question de savoir si on peut ou si on ne peut pas, si les pouvoirs publics peuvent ou ne peuvent pas toucher à nos droits et libertés. C'est plutôt la question de savoir comment on le fait. Et ça, tant la jurisprudence internationale que notre jurisprudence nationale, si vous voulez, l'attention qui va être portée sur la manière dont on porte atteinte à ces droits et libertés. Et en particulier, on peut retenir 3 critères, si vous voulez. C'est que quand on porte atteinte à nos droits et libertés, il faudra que ça soit pour un objectif légitime. Il faudra que ça soit de manière proportionnée, ce qui, de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? La proportionnalité, c'est évidemment un exercice de balance délicat. Et 3e critère, il faut obéir à un critère de légalité, et je vais longuement développer ça. Mais ça, donc, c'est important. La première chose à comprendre, c'est que nos droits et libertés ne sont pas absolus. Il y a des modélisations possibles, et certainement des modélisations possibles en temps de crise comme celle que l'on vit depuis la mi-mars. Mais une fois posé ça, ça ne veut pas aussi dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. En fait, c'est une 3e voie entre des droits et libertés qui seraient absolus, auxquels on ne peut pas toucher, ou des droits et libertés avec lesquels on peut faire n'importe quoi. Non, la 3e voie, ça, on peut modéliser nos droits et libertés, mais selon un objectif légitime, de manière proportionnelle, et en plus en utilisant le critère de légalité procéduralement. Il faut obéir à certaines exigences sur lesquelles je vais revenir. Alors, justement, c'est ça qui nous a beaucoup occupés depuis la mi-mars, moi et les étudiants de l'école de droit dans le Labovirus, c'est que sur l'objectif, si vous voulez, que lutter contre le Covid-19 et lutter pour protéger notre santé et lutter pour qu'il y ait le moins de morts possibles en Belgique, je pense qu'il n'y a personne qui raisonnablement va douter que c'est un objectif légitime. Sur la proportionnalité, c'est précisément délicat parce qu'on a parfois l'impression, à juste titre ou pas à juste titre d'ailleurs, mais qu'on va loin dans l'émission des droits et libertés. Mais le 3e critère, c'est celui-là qui nous a le plus retenu, où on avait du taf, si vous voulez, on a eu quelque chose à faire et on continue à avoir à faire, beaucoup, on a beaucoup de pain sur la planche, c'est sur ce critère de l'égalité. Parce que normalement, ce que dit notre Constitution, et ce que dit aussi d'ailleurs la Convention européenne des droits de l'homme, c'est que les immixtions en droit et liberté sur nous, sur les citoyens, doit se faire par la loi. Et en particulier, la Constitution belge prévoit le principe de la légalité en matière pénale. Et ça veut dire quoi, ça, mesdames et messieurs? C'est le principe selon lequel, en matière pénale, eh bien, ce n'est pas n'importe quel acte juridique qui peut prévoir des infractions pénales et donc la possibilité de nous poursuivre et de nous sanctionner. C'est une loi. Et une loi, c'est quoi? Écoutez, dans ce pays, en Belgique, la légalité en matière pénale, c'est au niveau fédéral. Et donc, à ce stade-ci du droit constitutionnel, c'est normalement une loi adoptée par la Chambre des représentants et donc par nos parlementaires. Et donc, première chose d'ailleurs, avant de parler du constat, pourquoi on a fait ça? Parce que ces principes qui datent de 1830, c'est vous dire, ont été adoptés parce que les congressistes, on l'oublie souvent, étaient eux-mêmes d'anciens rebelles. En fait, nos révolutionnaires belges, eh bien, c'était des rebelles par rapport au régime hollandais. Et eux, ils avaient eu beaucoup à souffrir le fait, écoutez, c'est franchement, ça manque pas de sel. Ils avaient eu à souffrir de ce qu'ils appelaient le régime des arrêtés sous le gouvernement hollandais, qui était arbitraire parce qu'il y avait tout le temps des arrêtés qui sortaient de la part du gouvernement hollandais et qui les harcelaient. Et donc, pour eux, si vous voulez, quand ils ont fait la révolution et qu'ils ont fait le Congrès national, ils se sont dit que le principe de l'égalité imposait que ça soit une assemblée élue directement qui prévoit les mesures en matière pénale, c'était une garantie contre l'arbitraire. Et c'est pour ça qu'on retrouve aux articles 12 et 14 de la Constitution belge le principe de la légalité en matière pénale, l'idée étant qu'on allait lutter contre l'arbitraire du régime des arrêtés. Or, qu'est-ce qu'on observe en Covid-19? C'est que dès le départ, et c'est ça qui nous a donné beaucoup de pain sur la planche, c'est que depuis le début de la crise,
le droit Covid-19 qui vous impacte plus, hein, ce droit qui vous dit une fois il faut mettre un masque, on doit rester à la maison, les magasins sont ouverts, la bulle est à 1, à 4, à 1, à 2, on peut faire Noël, on ne peut pas faire Noël. Eh bien, toutes ces mesures-là qui nous impactent durement dans notre vie quotidienne, ce n'est pas du tout une loi qui le prévoit. Ce sont des arrêtés, et même pas n'importe quels arrêtés, des simples arrêtés ministériels, c'est-à-dire des arrêtés adoptés par le seul ministre de l'Intérieur. Alors, il serait faux de dire que c'est le ministre de l'Intérieur tout seul qui le soir se dit « Ah, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais interdire Noël ou pas interdire Noël ?» Ça, bien sûr que ce n'est pas comme ça, et on sait qu'il y a des procédures derrière de plus en plus compliquées d'ailleurs et qui changent souvent, où on fait appel aux experts, au comité de concertation, au comité de crise, etc. Donc, c'est vrai que politiquement, c'est négocié de manière plus large que la seule ministre de l'Intérieur, mais il n'empêche que juridiquement, ce sont des arrêtés ministériels qui sont adoptés en série, comme ça depuis la mi-mars, on en est à 24 arrêtés ministériels. Je vous assure qu'en labovirus, là, dans notre labovirus hebdomadaire avec les étudiants, il y a certaines semaines où on ne sait plus suivre, en fait, parce que les règles changent et que juste prendre connaissance des règles, eh bien, on a difficile. Et donc, on est à 24 arrêtés ministériels depuis la mi-mars, 24 arrêtés ministériels qui ne sont que des arrêtés ministériels et qui ne sont que des arrêtés ministériels du ministre de l'Intérieur. Et en plus, alors là, franchement, moi, oui, voilà, c'est quelque chose qui, franchement, me stupéfie. Ces arrêtés ministériels, qui sont quand même très impactants sur nos droits et libertés, ne passent jamais par la case section législation du Conseil d'État. Alors, petit rappel, qu'est-ce que c'est la section législation du Conseil d'État? C'est une section qui est prévue précisément pour apporter de l'aide juridique au gouvernement et pour l'aider dans la rédaction des arrêtés, pour l'aider à respecter les normes supérieures telles que la Constitution ou les conventions internationales. Franchement, ce ne serait pas un luxe, hein, je suis désolée, de passer par cette section législation du Conseil d'État, rien que pour adopter des normes qui sont claires, visibles, lisibles, compatibles avec le reste du droit. Et c'est un fait majeur et sans précédent d'ailleurs depuis, alors je n'ai pas vérifié depuis la création de l'État belge, mais moi en tout cas, je n'ai jamais vécu ça, depuis la mi-mars, à aucun moment, et malgré toutes les critiques qui ont pu être faites sur la qualité de ces arrêtés ministériels, à aucun moment, d'abord et puis maintenant la ministre de l'Intérieur n'a pris la peine de consulter ces juristes spécialisés. Voilà. Alors, vous allez me dire comment ça se fait, comment c'est possible qu'on ait un principe de légalité prévu par la Constitution pour des raisons qui sont des bonnes raisons. Je suis absolument persuadée que les congressistes de 1830 avaient raison de dire qu'en matière pénale, il faut prendre des précautions particulières et que donc ce n'est pas n'importe quel acte juridique, mais une loi, c'est-à-dire délibérée dans une assemblée élue et composée par nos soins via l'élection et nos droits de vote. Eh bien, l'argument juridique, en tout cas, est celui de se baser sur une loi qui est la loi de 2007 sur la sécurité civile. C'est une loi particulière, si vous voulez, qui a été créée pour les accidents. Moi, je l'appelle la loi Guy-Languien. Vous voyez, quand on a un accident très violent, subi, où il faut réagir vite, il faut fermer des portions de territoire, interdire les gens d'avoir accès à un certain endroit quand il y a un accident majeur, que ce soit un incendie très grave, un accident de gaz comme il y a eu à Guy-Languien, eh bien on a une loi de 2007 qui est toute prête, si je puis dire. Et c'est mais manifestement une loi, enfin expressément une loi qui est prévue pour les catastrophes subites et violentes, vous voyez, où il faut prendre des mesures exceptionnelles pour contenir ces catastrophes. Et en fait, on utilise cette loi-là depuis la mi-mars pour gérer le Covid-19, ce qui pose évidemment des questions majeures parce qu'on utilise un droit exceptionnel qui n'est pas fait pour une crise aussi longue et qui n'est pas fait en plus pour une pandémie. Et on l'use, alors j'ai presque envie de dire jusqu'à la corde, hein, depuis la mi-mars, en utilisant les procédures dérogatoires que cette loi sur la sécurité civile permet. Avec comme conséquence qu'on a donc une avalanche, c'est le moins qu'on puisse dire, d'arrêtés ministériels depuis la mi-mars, une augmentation aussi de l'approche répressive. Ça, c'est quelque chose moi, qui m'inquiète et qui m'interpelle très fort parce que
on peut constater, on l'a observé dans notre labovirus, que peu à peu, le nombre de comportements qui font l'objet d'une infraction pénale augmente. Donc, ça veut dire que de plus en plus, alors qu'au début, on observe un peu des pincettes, mais de plus en plus, quand une nouvelle règle est adoptée, eh bien, il n'y a plus d'hésitation, on en fait une infraction pénale. Dit plus clairement, je regarde l'heure pour ne pas être trop longue, mais dit plus concrètement, ça veut dire que quand désormais une norme est adoptée, je prends par exemple l'exemple de la bulle, hein, eh bien, on va la sortir d'une amende pénale pour la faire respecter, alors que ce n'est pas obligatoire. Vous voyez, vous pouvez aussi faire confiance un peu aux gens et ne pas adopter une approche répressive. Vous pouvez très bien dire, voilà quelles sont les règles, ce qu'on estime être les règles pour contenir la pandémie, et ne pas forcément sortir le bazooka de l'approche pénale, ce qui évidemment renforce le caractère compliqué de la période et aussi la mise sous pression de nos droits et libertés. Et donc, dans le temps, depuis la mi-mars, ce qu'on a pu observer, c'est que l'approche répressive a tendance à s'intensifier avec le temps, et alors que, une fois de plus, ce qui est à mon avis très compliqué et très critiquable, c'est que on se base sur un droit, si vous voulez, on utilise une loi qui n'est pas du tout faite pour ça, qui est une loi qui est prévue pour les catastrophes type Guilanguien, qu'on pérennise, qu'on reproduit, qu'on use, qu'on utilise. Alors c'est vraiment, j'allais dire, c'est du seconde main, mais c'est un peu ça, hein, on fait du seconde main, c'est très à la mode le seconde main, hein, en matière de tout pour protéger l'environnement. Je pense qu'en matière juridique, c'est jamais une bonne idée de faire du seconde main. Il faut faire du prêt-à-porter en matière juridique, c'est vraiment important en termes de principe. Et là, on utilise un droit qui n'est pas adapté à ça, qui n'est pas prévu comme tel, ce qui rentre, à mon avis, complètement et frontalement qui rentre de front, si vous voulez, qui rend problématique vraiment cette gestion du Covid-19. Avec une conséquence pratique aussi, c'est qu'on a de plus en plus d'arrêtés ministériels, des règles de plus en plus dures et de plus en plus, qui font de plus en plus réprimer, et un nombre d'infractions absolument problématique. Donc, je prends les chiffres. Il y a une publication, ça c'est bien, par le Collège des procureurs généraux du nombre d'infractions. La dernière en date, c'était au 1er novembre. Donc, au 1er novembre, il y a eu 109 133 dossiers ouverts en matière d'infraction Covid-19. Donc, 109 133, ça fait presque 110 000. Si on compte bien, ça voudrait dire qu'un Belge sur 100 environ serait un délinquant. Si on se base sur alors ça on va me dire oui mais non, parce que peut-être qu'un Belge, une personne a fait plusieurs infractions, d'accord, mais évidemment on peut répondre ça, mais à la grosse louche on peut aussi dire que plus de 100 000 infractions depuis la mi-mars, ça veut dire qu'en moyenne un Belge sur 100 est un délinquant. Moi j'ai un peu du mal avec ces chiffres parce que je pense qu'ils sont ce n'est pas le cas. Je veux dire, je pense que l'immense majorité de la population a très bien compris qu'il fallait des mesures, qu'il fallait les respecter, qu'il fallait les observer. Ce chiffre inquiétant est, à mon avis, aussi à mettre au compte de la très grande insécurité juridique qui entoure le Covid-19, parce que, de fait, à force d'avoir des règles qui se répètent, qui changent, et ces arrêtés ministériels qui sont, je l'ai dit, en termes qualitatifs, très problématiques, notamment parce qu'on ne prend pas la peine de consulter ceux qui sont là pour ça, à savoir les juristes de la section législation du Conseil d'État. On ne peut pas exclure aussi qu'une partie de ces dossiers soit ouverte parce que les règles changent tout le temps et ne sont pas claires. De nouveau, je me base sur l'abovirus pour dire ça. Nous, c'est notre job, c'est ce qu'on fait une fois par semaine. On essaye de comprendre, en fait, tout simplement de comprendre les normes applicables. Eh bien, franchement, on peut témoigner. Les étudiants qui sont là et qui assistent à ce webinaire et que je remercie encore peuvent en témoigner. C'est vraiment pas facile, alors que par ailleurs, évidemment, est-ce qu'il est nécessaire de dire que nous, d'une certaine manière, on a la chance. Moi, j'ai la chance d'être juriste et mes étudiants, ils ont la chance d'être dans des études de droit, donc on est bien armés pour comprendre. Mais alors, que dire du commun des mortels, si je puis dire, et du plus grand nombre qui n'a pas forcément la chance et les moyens
de tenir un labovirus comme ça par semaine et d'avoir accès au moniteur belge, etc., etc., etc. Donc, il y a, me semble-t-il, un problème majeur. On pourra discuter le fond des mesures, mais le principal problème pour moi tient à la manière dont on a adapté les normes Covid-19 depuis le début du confinement en utilisant un droit qui n'est pas adapté à ça. Et donc, on sort du principe de l'égalité déjà tout simplement parce qu'on utilise une possibilité qui est ouverte par cette loi de 2007 de prévoir, de prendre des mesures par arrêté ministériel, ce qui est une hérésie sur le plan juridique, mais en plus dans un cadre qui n'est pas adapté. Et du coup, on s'est lancé littéralement dans cette course, dans cette espèce de marathon à arrêté ministériel, sans prendre la peine d'adopter une loi Corona. C'est la raison pour laquelle plusieurs constitutionnalistes dont je suis, nous avons lancé des appels dans la presse et signé des cartes blanches pour en appeler à une loi Corona pour que nos parlementaires se ressaisissent de ce dossier. Et de nouveau, ne croyez pas qu'il y a un argument juridique de poids qui est respecter la Constitution. Excusez-moi, moi je suis constitutionnaliste, donc c'est logique que je dise ça. Mais il y a aussi des arguments de type beaucoup plus simple et pragmatique. Regardez encore le débat sur les mesures sur le réveillon et le nouvel an. Mais moi, j'ai la faiblesse de croire que si nos parlementaires, je rappelle quand même qu'on élit, qu'on désigne pour cela, parce que c'est tout ça qui est un peu énervant avec cette crise, c'est qu'il y a des juristes qui sont payés pour conseiller le gouvernement qu'on ne consulte pas. Il y a des parlementaires qu'on élit pour décider, qui ne décident pas. Donc, tout ça vient, enfin, je veux dire, ça fait quand même beaucoup. Et donc, quel serait l'intérêt que ces parlementaires se ressaisissent de ça? Mais c'est que, justement, cette balance des intérêts qui est difficile à faire, on le sait très bien. C'est difficile à la fois de voir protéger la population et à la fois de porter atteinte aux activités commerciales de l'ORECA et à la fois de protéger les plus faibles et à la fois de protéger nos jeunes là, qui sont vraiment, mais qui encaissent cette crise, mais au maximum. Bref, tout ça, on le sait que c'est délicat. Moi, j'ai la faiblesse de croire que quand il y a 150 députés qui se penchent sur cette question, qui échangent des arguments, chacun avec leurs opinions, leurs intérêts, et bien on arrive à des décisions qui sont plus balancées, qui sont plus nuancées, qui sont déjà plus plus balancées que quand une ministre de l'Intérieur les prend toute seule. En plus, l'autre intérêt d'adopter enfin une loi Corona, c'est que les débats seraient publics. Ce débat, ce Covid-19 depuis la mi-mars, manque singulièrement d'une clé, j'ai envie de dire d'une étoile démocratique majeure, c'est de publicité, de transparence. Il y a une opacité dans la gestion du Covid-19 qui est inversement proportionnelle à la gravité de la crise. Et enfin, je pense qu'il est vraiment majeur et fondamental que les parlementaires se réveillent et fassent ce pourquoi on les élit, c'est que la gestion du Covid-19, bien sûr, gagnerait en légitimité. S'il y a bien un endroit qu'on doit considérer comme légitime, c'est nos parlements. Je suis de celles qui pensent qu'il faudrait aller plus loin que la démocratie représentative et s'ouvrir à des mécanismes de démocratie participative beaucoup plus que ce qu'on ne le fait. Mais par ailleurs, je pense aussi que le minimum en démocratie représentative, c'est respecter le Parlement. C'est le lieu de pouvoir, ça doit être le Parlement. Même en période de crise, je pense que franchement, on ne mesure pas bien les risques que l'on prend à mettre le Parlement comme ça entre parenthèses au profit des exécutifs et des super ministres, parce que outre l'avantage et les multiples avantages qu'on aurait à passer par le Parlement et à arrêter de les mettre sur le côté, on éviterait aussi d'ouvrir la porte pour l'avenir à les mécanismes exceptionnels qu'on met en place, parce que pour le moment, je l'ai dit en début d'exposé, et ça je suis tout à fait affirmative là-dessus, évidemment que la lutte contre le Covid-19 est un objectif légitime, mais il faut quand même toujours avoir conscience quand on fait du droit dérogatoire comme on est en train de le faire et des procédures exceptionnelles comme on le fait depuis la mi-mars, qu'on crée des précédents, et il faut s'ouvrir à l'idée aussi qu'on crée des précédents dangereux pour l'avenir pour quand il y aura des objectifs moins légitimes. Plus simplement dit, je trouve qu'il est d'autant plus important d'en revenir au b.a.-ba du respect de la Constitution et du principe de l'égalité, c'est-à-dire passer par une loi Corona et arrêter ce bidouillage juridique fragile et à mon avis inefficace, que sinon le risque c'est qu'on ouvre la porte à de futurs dérapages pour des objectifs bien moins louables que la lutte contre une pandémie. Voilà. Pardonnez-moi Aurélien, j'ai été un peu trop longue et merci beaucoup pour votre attention.
Merci Anne-Emmanuel pour ton intervention. Ben oui, étonné aussi d'entendre, parce que j'avais pu lire dès juillet tes interpellations par voie de presse, et donc je m'étonne d'entendre que c'est toujours d'actualité. Ah oui. Mais je voulais aussi revenir vers vous pour vous dire que par souci pratique, nous sommes en train de compiler les questions et que nous vous les poserons à toutes les deux à la fin de vos interventions. Ce sera beaucoup plus pratique pour nous d'avoir un espace après d'échange tous les trois. Et donc, je vais inviter dès à présent Astéry Mukarwebeya, donc de chez UNIA, qui, elle, à partir d'un travail que UNIA a pu faire, va aborder plutôt l'angle des discriminations, aussi de l'impact sur les droits humains. Astéry, c'est à toi. Et encore merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, voilà. Merci beaucoup pour l'invitation, Aurélien. Et merci beaucoup, Emmanuel, pour le propos. Et finalement, que je vais pouvoir peut-être illustrer encore de façon pratico-pratique par le travail d'UNIA. Notre rapport, en fait, en présentant notre rapport sur le Covid, c'est le premier rapport qui ne concerne que les 200 premiers jours, à savoir du 1er en fait, février jusqu'au 19 août. Alors, je peux utiliser ma petite présentation peut-être, ce sera plus clair. Si je peux la partager. Voilà, je vais vite utiliser la présentation. J'espère que ce ne sera pas trop long, sinon tu m'arrêtes. Si les gestionnaires me passent la main. Il est parti, Aurélien? Il est déjà parti? Aurélien, est-ce que l'animateur peut me passer la main? Oui, je suis là. Oui. Écoute, je demande à la partie technique de s'en occuper tout de suite. Oui. Tout à l'heure, il a peut-être fallu un peu de temps pour que tu puisses… Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas de problème, je peux toujours dire qui nous sommes finalement. UNIA. Oui, voilà, normalement, tu peux commencer. Ouais. Non. Donc, UNIA, c'est le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre les discriminations, qui est par ailleurs reconnu comme institution des droits humains ici en Belgique. Et ce rapport va concerner beaucoup plus ce volet des droits humains, même si tout, bien entendu, s'entremêle. On ne peut pas vraiment réellement scinder les discriminations et les droits humains, tout s'entremêle. Alors, donc, comme service public interfédéral, on est évidemment compétent sur tout le territoire belge et à tous les niveaux, que ce soit au niveau fédéral, régional et aussi les communautés. On a des décentralisations sur toute la Belgique aussi. C'était vraiment, là, c'était dans le souci d'être accessible, d'être plus proche du citoyen. C'est dans ce sens-là que on a tout fait pour être accessible. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas partager ma présentation. Voilà, parfait. Merci les animateurs. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ce sera plus clair pour les personnes qui suivent. Et donc, comme je disais, UNIA est compétent sur tout le territoire belge. Nous avons des décentralisations. Et donc, on est un service public indépendant en charge de tout ce qui concerne les discriminations par la totalité. Nous avons 19 critères protégés par la loi. INIA est responsable de 17 critères. L'autre étant égalité hommes-femmes, il y a l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes qui en est responsable. Et le critère qui est lié à la langue, qui n'a pas de service public pour la faire appliquer. Essentiellement, donc, UNIA va avoir à tout ce qui concerne
les signalements et les dossiers individuels des personnes. Tout citoyen qui se pense, qui se sent victime de discrimination peut contacter UNIA pour nous soumettre la situation dont il pense être victime et on va procéder à une analyse. La personne aussi qui est témoin ou qui demande simplement une information peut s'adresser à UNIA concernant donc tout ce travail. Pour ça, on a un numéro gratuit et aussi les questions peuvent être posées via le site d'UNIA. Il y a un formulaire en ligne à compléter. Mais voilà, notre siège se trouve à Bruxelles, pour ceux qui ne le savent pas, mais on est compétent, on est présent un peu partout. On a des décentralisations en Wallonie, en Flandre, etc. Et moi, je suis responsable, co-responsable, avec mon collègue Sébastien Boquet, de Namur, Luxembourg et une partie du Brabant wallon. Donc, le travail d'UNIA, dans un premier temps, il y a tout ce qui concerne vraiment le soutien individuel des personnes victimes de discrimination. On a aussi tout ce qui concerne, en fait, la sensibilisation, la formation, l'information envers des tours publics, que ce soit, ça peut être les services publics, une commune peut nous demander, ça peut être une haute école, une université, ça peut être un service privé, etc. Donc là, on est à disposition du public aussi. Et l'autre volet va concerner en fait aussi les avis et les recommandations que UNIA va donner à différents niveaux de pouvoir qui nous concernent, donc que ce soit au niveau fédéral, les régions, les communautés, les communes, etc., etc. Alors, dans ce cadre bien précis de la situation de cette crise sanitaire, on a eu, comme pour tout le reste de l'année, des signalements, des personnes qui nous ont contactés pour nous signaler que ce soit ce qui se passait sur les réseaux sociaux, ce que les personnes vivaient dans le cadre de leur travail, les personnes qui ont les membres de leur famille qui sont dans des institutions, etc. Ici, par exemple, vous voyez dans la bulle ici, vous pouvez lire quelque chose qui est passé sur les réseaux sociaux et qu'on nous a signalé. Ici, ça concerne un étudiant qui parle de sa situation à cause du Covid. Je suis chez moi avec les parents, mon frère et sa copine. Je n'ai pas de lieu calme pour réviser. De plus, j'ai toutes mes affaires à mon compte à Bruxelles, c'est-à-dire ma calculette scientifique que j'utilisais pour faire mes statistiques, ainsi que la plupart de mes cours. Je suis obligée d'étudier sur ma tablette. C'est une situation de beaucoup d'étudiants, des élèves aussi, et on a pu voir aussi la situation concernant le manque d'ordinateurs et autres matériels à domicile. Nous avons reçu aussi, par exemple, la situation signalée par une dame d'origine asiatique qui s'est fait harceler dans le bus par un groupe d'étudiants. Mais bien entendu, des propos tout à fait inacceptables concernant les personnes âgées qui sont dans des homes, les personnes d'origine étrangère. Alors, ici encore une personne qui parle d'une vidéo qui est en train de circuler, encore les réseaux sociaux. Ici, il s'agit d'une personne qui est, voilà, son frère qui est handicapé, qui a un handicap et qui est dans une institution. Et ce qui se passe là, c'est que dans le cadre du Covid, comme on a entendu tout à l'heure, par rapport à la proportionnalité et autres, voilà, une situation où la personne, en fait, ça fait 3 semaines qu'on lui demandait, à ce frère-là de rester dans sa chambre. Ben, est-ce encore proportionnel ou pas? Voilà, c'est toute la question. Alors, ici, on arrive au fait, à la façon dont UNIA va aborder les situations
qui sont vraiment liées à ce contexte de la crise sanitaire. Plus ou moins 30 collaboratrices et collaborateurs d'Unia ont travaillé sur ces dossiers-là. Au sein d'Unia, en fait, au niveau du siège, au 138 rue Royale, se trouve aussi Myria, qui est le service fédéral qui a en charge des droits d'accès au territoire, l'éloignement des étrangers, tout ça, tout ce qui concerne en fait l'immigration et aussi les droits des étrangers se trouvant sur le territoire belge. On a aussi au sein de nos locaux le service de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, en fait, vous allez avoir tous ces trois services-là, Myria, le service de lutte contre la pauvreté et Unia, qui travaillent mais vraiment ensemble et qui ont travaillé encore plus ensemble dans ce cadre-ci pour pouvoir avoir une meilleure vision de ce qui se passait dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Et donc, on a vraiment travaillé sur les discriminations, mais aussi avec ce regard précis sur les droits fondamentaux, en analysant les signalements qui arrivent, les mesures qui sont prises par les autorités, ce qui sort en fait dans les médias, mais aussi ce qui est ramené par la société civile. Et donc, on va travailler sur ces deux niveaux, l'impact de l'épidémie elle-même, mais aussi l'impact des mesures, de leur application et la communication dans la population. Ici, on ne va parler que du rapport qui concerne vraiment les 200 jours, les 200 premiers jours qui démarrent le 1er février au moment où Unia a reçu le premier signalement concernant le Covid. Ça concernait, si je me rappelle bien, un couple. Le monsieur est belge, la dame d'origine asiatique, et ils ont reçu une pétition. Les voisins ont débarqué en disant, bon voilà, nous avons fait une pétition en demandant que votre épouse parte du quartier parce que ce n'est pas sécurisé, votre épouse est chinoise, etc., etc. Donc, ce qui n'était pas forcément le cas. Et en plus, ça faisait plus de 10 ans qu'elle habitait au même endroit. Donc, enfin, bon, bref. Sur ces 200 jours, il y a eu 1846 signalements, mais qui ne concernent pas tous le Covid, heureusement. Alors, Unia va travailler sur eux, mais vraiment, on va d'abord constater ce qui se passe, des analyses et faire des propositions. C'est ça notre travail. Et donc, on a relevé le maximum, mais tout ça en sachant qu'on ne parle que de ce qui est arrivé chez Unia. Ça ne veut pas dire que c'est la stricte réalité qui se passe sur tout le territoire belge. Alors ici, dans les signalements, la façon de les analyser, évidemment, on va constater qu'il y a une difficulté à faire finalement, la difficulté de faire cause commune, comme on disait tout à l'heure, et aussi le fait qu'il y ait des personnes des profils de personnes ou de communautés qui vont servir de bouc émissaire. On va aussi voir l'analyse et l'impact des mesures qui sont prises par les autorités sur les jeunes, sur les personnes âgées, sur les personnes en situation de handicap, sur les personnes dans des situations de précarité diverses. Et aussi, alors, évidemment, vraiment en termes des droits humains et de l'état de droit sur les personnes fragilisées dans la société. Comme disait Anne-Emmanuel tout à l'heure, la légalité, la proportionnalité, et puis, qu'est fait par la suite. On va voir, par exemple, tout à fait, si on prend en dehors de la situation du Covid-19, concernant les personnes de plus de 65 ans, les personnes d'un certain âge, donc les discriminations qui sont liées à l'âge, nous avons d'habitude des situations qui sont liées à la discrimination à l'emploi, parce que bon, la personne a dépassé 50 ans, etc., par exemple. Des situations qui sont liées aux services bancaires, la fracture numérique,
les crédits, etc. Le fait de dire, ben voilà, vous avez passé tel âge, vous ne pouvez plus avoir un crédit hypothécaire. Le fait que plusieurs services bancaires qui ferment, que les personnes sont obligées de passer par les PC banking, etc. Ou les locations, l'institutionnalisation des personnes aussi en fonction de l'âge. C'est beaucoup plus de cet ordre-là, ce type de signalement qu'on avait au départ. Pendant le Covid, on se rend compte que vont s'ajouter les personnes qui sont volontaires, qui disent, bon voilà, moi je suis pensionné, je me porte volontaire pour telle association. Et là, ils ont été confrontés, les personnes ont été confrontées au fait que, bon voilà, vous avez plus de 65 ans, vous ne pouvez plus venir travailler, donner un coup de main à l'association, par exemple, parce que vous avez simplement en se basant sur l'âge. Le refus de payer en cash, beaucoup de personnes nous ont eu, plus particulièrement les personnes âgées aussi. Le fait de dire, bon voilà, les plus de 65 ans ne peuvent pas garder les petits-enfants, par exemple, ne peuvent pas être en contact avec les enfants, comme si 65 ans, ça faisait vraiment un paquet uniforme à protéger. Alors aussi, pas mal de maltraitances, évidemment, qui nous ont été signalées concernant les maisons de repos et les maisons de repos et de soins. Tout ceci va être analysé par l'UNIA vraiment de façon générale, mais aussi avec un regard sur la possibilité d'une convention ONU pour la protection des personnes âgées. Bien entendu, on l'a dit tout à l'heure, je vais essayer d'aller vite pour ne pas dépasser mon temps. Bien sûr, quand on mesure l'impact sur les inégalités existantes, on se rend compte qu'elles ont été beaucoup plus creusées qu'au départ. On a essayé de savoir aussi, de mesurer qui a été contaminé par le virus en Belgique et qui en est décédé. Alors, du point de vue des personnes âgées, et plus particulièrement dans les maisons de repos et de soins, dans les institutions, en fait. Les personnes à statut économique plus faible. Est-ce qu'il y a eu un lien avec l'origine ou le passé migratoire des personnes contaminées ou décédées? Alors, il y a aussi, finalement, qui était sur le front pour combattre ce virus, qui travaillait dans les services qui ont été désignés, qui ont été, en fait, bon voilà, des services essentiels tout court. Les femmes, par exemple, hein, qu'en est-il des femmes qui travaillent, qu'on retrouve beaucoup dans les soins de santé, les actions sociales sans hébergement, les grandes surfaces, le nettoyage, etc. Les personnes, y a-t-il un impact sur les personnes d'origine non européenne, par exemple, qu'on va retrouver beaucoup plus dans l'action sociale et sans hébergement, les grandes surfaces, le commerce de détail, le secteur du nettoyage, les livraisons, les transports en commun, etc. Et si on prend les femmes, on combine femmes et femmes d'origine, et le fait de ne pas être d'origine européenne, donc les femmes d'origine non européenne, là aussi, on va voir que bon, voilà, ces personnes, il y a quand même pas mal de ces personnes-là dans le secteur médico-social, avec ou sans hébergement, etc. Ici, en fait, on passe un peu dans le cadre on a regardé aussi tout ce qui concerne, évidemment, dans le cadre du travail, les secteurs qui ont été arrêtés, comme tout le monde le sait. On a regardé aussi, on a eu un regard sur la qualité de vie, un rapport des mesures qui ont été prises, mais alors essentiellement dans le secteur du logement. Ce qui s'est passé dans le secteur du logement, ce qui est lié à la fracture numérique, ce qui concerne l'enseignement aussi. On a eu beaucoup de demandes et
Et là, on va, en fait, UNIA, ce qu'UNIA a fait aussi, c'est d'essayer quand même de donner, de proposer, de faire des recommandations aussi à destination des gouvernements et des parlements concernant le cadre, concernant le fait de cadrer les normes limitatives afin qu'elles respectent les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité, c'est ce que disait, ce qui a été dit avant, précédemment, dans leur nature et aussi dans l'espace. Excusez-moi. Soutenir dans l'urgence, mais aussi structurellement, les secteurs sanitaires, socio-culturels, la santé, l'enseignement, les personnes en situation de handicap, l'hébergement des personnes âgées, car la précarité des groupes plus fragilisés témoigne aussi de la précarité des droits effectifs. À destination des gouvernements, prévenir l'impact ponctuellement négatif de chaque décision prise sur les groupes les plus vulnérables et discriminés, les personnes en situation de handicap, les personnes avec un statut socio-économique plus faible, les personnes âgées, les familles précarisées, les Roms, les gens du voyage, ainsi de suite. Organiser la mesure de l'impact de la crise Covid sur les groupes les plus fragilisés et les rendre publics aussi, rendre les données publiques. Soutenir le personnel soignant afin qu'il puisse assurer sans préjudice son travail. Agir au niveau international ici en vue de l'adoption d'une convention sur les droits fondamentaux des personnes âgées. Agir au niveau de l'Union européenne pour adopter la directive interdisant les discriminations sur base de l'âge, l'orientation sexuelle, le handicap, convictions religieuses et philosophiques, essentiellement dans le domaine des biens et services qui couvre notamment l'accès aux soins de santé. Autre proposition, aux autorités publiques fédérales, régionales, communautaires, provinciales et communales aussi, prendre des mesures qui soient accessibles, compréhensibles et prévisibles. Ça rejoint toujours ce qui était dit dans le propos précédent. Soutenir le corps intermédiaire et les secteurs socio-éducatifs, bien entendu. Déployer une communication ciblée et ventilée en collaboration avec les publics concernés, les publics cibles concernés. Et aussi, surtout, ne pas oublier l'obligation des aménagements raisonnables concernant les personnes en situation de handicap. Ici, je dois dire que nous avons aussi un rapport tout à fait à part qui a été fait par l'équipe qui travaille sur la Convention de l'ONU pour la protection de la personne handicapée. Donc, sur notre site, le site d'UNIA, vous pouvez retrouver ce rapport aussi. Faire connaître les mesures et les décisions et toute forme d'information utile et accessible, mais dans un langage clair et facile à lire et à comprendre. Ne pas oublier la langue des signes, par exemple les sous-titres, et les langues principalement utilisées. Lutter contre toute forme de stigmatisation, de discrimination, et condamner tout discours haineux motivé par la stigmatisation ou la recherche de boucs émissaires. Alors, par rapport au service de police ou de gardiennage privé, garantir le contrôle des mesures visant à contrôler la pandémie de façon uniforme et non discriminatoire, par exemple. Et donc, c'est vraiment, j'ai résumé ce qui se trouve dans notre rapport, mais c'est le premier rapport qu'UNIA a fait. Donc, les constants qui nous concernent, ce qui est arrivé à UNIA sur les 100 premiers jours. Finalement, ça rejoint quand même pas mal ce qu'Anne-Emmanuelle a présenté au départ. Je dois dire aussi que nous avons aussi, UNIA continue à travailler, bien entendu, sur
la situation de cette crise sanitaire. Nous avons actuellement en cours des consultations, une enquête plutôt concernant, enfin vis-à-vis des maisons de repos et des maisons de repos et de soins. On est en train d'écouter les directions, des gestionnaires de maisons de repos pour voir mais vraiment ce qui s'est passé, comment eux ont reçu les choses, ont vécu les choses. Autre chose que nous avons ici aussi, autre chose que nous faisons actuellement, c'est que nous avons un autre site qui s'appelle Le Choix Égalité, qui concerne les bonnes pratiques des communes. On l'avait bien avant le Covid, mais ici, on va rajouter tout ce que nous avons relevé donc, au sein d'UNIA, ce que nous avons pu relever comme bonnes pratiques des communes, pendant cette période de la crise sanitaire que nous avons tous vécue. Voilà. Merci sinon, Astérie. Merci Astérie. Merci à toi. J'espère ne pas avoir trop dépassé le délai. Non, pas du tout. Je voulais réagir à la fin de ta présentation, principalement sur la question des recommandations. On a eu pas mal de réactions sur Facebook, donc je vais aussi vous relayer à toutes les deux. Mais je vais commencer peut-être par toi, Astérie, comme ça je rebondis à ce que tu viens de dire. Il y avait Emeraude sur Facebook qui nous demandait, tiens, comment ça se fait qu'il n'y a encore aucun organisme qui s'est manifesté pour justement préserver nos droits humains. Je sais par exemple qu'Anne-Emmanuel, avec plein d'autres associations, avait justement signé une carte blanche dans le soir il y a déjà plusieurs mois. Ici, on voit qu'UNIA fait un rapport avec des recommandations. Ces recommandations, comment est-ce qu'elles ont été est-ce que vous avez eu des retours par rapport à ce dossier et ces recommandations qui vont, oui, dans le sens aussi de l'interpellation qui a été faite tout à l'heure par Anne-Emmanuel? Oui, on a eu des retours, effectivement. On a été consulté par la première ministre, Sophie Oulimès, par exemple, et d'autres ministres aussi, au niveau de la région Wallonne aussi. Donc, la direction d'UNIA a été entendue. Soit la direction, ou en fait, si tu veux, au sein d'UNIA, on a plusieurs départements. C'est beaucoup plus le département donc, politique et société qui a beaucoup plus suivi sur le plan structurel. Et donc, ils ont été invités à donner le point de vue et ce que nous avons vraiment constaté pendant ces 200 premiers jours. Maintenant, on est occupé à continuer, bien entendu, le travail. Et donc, oui, on est écouté, ce qui ne veut pas dire qu'on nous suit, qu'on suit tout ce qu'on dit. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Donc, mais être entendu, on est entendu. Mais maintenant, évidemment, ce qui en est fait par la suite n'est pas toujours de notre ressort. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que les signalements qui nous ont été transmis, évidemment, ont été vraiment analysés et gérés comme tous les autres qui arrivent. Alors, je peux donner juste, par exemple, les personnes, par exemple, au moment où la personne va faire ses courses avec son enfant, un papa qui vit tout seul et qui a un enfant de 10 ans, va faire les courses, on lui dit non, vous ne pouvez pas être deux. Bon, ben, je fais quoi de mon enfant, moi? Et donc, ce genre de choses aussi a été relevé. Les personnes avec un handicap ou qui sont des personnes âgées avec les magasins. Et là, on a eu vraiment un travail, par exemple, de VLU, et ça s'est très bien passé, je dois dire. Au niveau de l'enseignement, on a eu aussi pas mal de choses. Des enfants avec des maladies ou un handicap qui fait qu'ils ne pouvaient pas porter le masque. Il y a eu mais vraiment des aménagements raisonnables au niveau des écoles. Par exemple, il y a des choses qui bougent, quoi. Oui, on a eu vraiment des dossiers qui ont été suivis et ça a bougé. Et on a eu, sur le volet structurel aussi, donc les collègues qui travaillent et qui continuent de travailler parce que, voilà, ce n'est pas... Il y a des choses qui n'ont pas été réglées tout de suite et qui exigent un travail plus à long terme. Ok, merci. Justement, il y avait pas mal de réactions aussi qui disaient, bah, tiens, Anne-Emmanuel, il y a eu cette interpellation, déjà, je pense que c'était au mois de juillet, qui a été signée par beaucoup. On a entendu que ça continuait, donc cette série d'arrêtés
Et on se demande, tiens, mais comment ça se fait que ça continue encore malgré ces interpellations? Et ça, parce que, je vais vous dire, parce que les juristes sont pas d'accord. Donc, il y a quand même eu, ça je dois la vérité dire, que le Conseil d'État a eu à se prononcer sur cette question parce qu'il y avait des recours, il y a eu des recours non seulement contre les couvre-feux, le couvre-feu, la fermeture de l'ORECA devant le Conseil d'État. Donc, le Conseil d'État, c'est l'organe juridictionnel qui a à accueillir des recours contre les arrêtés ministériels parce que c'est des actes administratifs. Et donc, a été soulevée cette question devant lui et le Conseil d'État considère, en tout cas, n'a pas annulé les arrêtés ministériels. Donc, il n'estime pas, lui, qu'il y a un problème juridique. Et alors, ça, c'est du côté du Conseil d'État. Il y a par contre des juges, comme une juge du tribunal de police à Charleroi, qui, elle, a considéré que les amendes qui étaient imposées ne l'étaient pas de manière conforme à la Constitution et donc qui a considéré que l'amende qui était déférée devant elle n'était pas valablement exigée. Donc, en fait, je vais vous dire comment ça se fait. En tout cas, certainement, chez les juristes, on est divisé, voilà, et les constitutionnalistes, on est divisé aussi, donc ça, c'est absolument certain. Et par ailleurs, ça, c'est la réponse juridique sur la controverse. Par ailleurs, du côté politique, si vous voulez, il y a la ministre de l'Intérieur, c'est chouette, ça, la ministre de l'Intérieur a été interpellée par des parlementaires sur cette question. Et alors, elle a dit qu'elle estimait évidemment que ces arrêtés ministériels étaient conformes, ça allait, mais que par ailleurs, elle travaillait à une loi Corona. Le ministre de la Justice aurait dit la même chose. Quand même, du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même un malaise, parce que vous voyez, deux choses, une, soit il faut une loi, soit il n'en faut pas. Je ne comprends pas très bien la réponse qui consiste à dire, en fait, il ne faut pas de loi, c'est pas grave, mais on y travaille quand même, parce que c'est vrai que c'est pas mal d'y travailler. Donc, je veux dire, excusez-moi, de nouveau, alors là, moi, c'est vraiment un de mes dadas, c'est essayer de mettre à disposition le droit de ceux qui n'ont pas eu la chance comme moi de faire le droit. Enfin, ça me semble quand même très compliqué de prétendre que ce ne serait pas mieux qu'il y ait une loi. Enfin, franchement, c'est pour tous les arguments que j'ai dit. Et je dois vous dire que moi, mon interrogation principale, je n'ai pas la réponse à cette question parce qu'encore en vous en parlant, chaque fois, je suis moi-même surprise. J'atteins un certain âge et je n'aurais jamais imaginé, mais ça, je vous assure, je n'aurais jamais imaginé qu'il soit possible une minute de discuter le fait que des atteintes aussi répétées, massives et graves à nos droits et libertés ne le soient pas par le vote d'une loi, donc d'un acte législatif. Ça ne veut pas dire que ce serait la quintessence, ça ne voudrait même pas dire que ce serait d'autres mesures, ça ne veut même pas dire que, voilà, mais qu'au moins, vous voyez, on prenne un peu la démocratie représentative au sérieux. Et du coup, comme je n'aurais jamais imaginé que ça puisse être le cas, et que ça aille si vite aussi. Je peine évidemment forcément à répondre à cette question. Mais le plus interpellant, c'est que les juristes soient divisés finalement. Je dis toujours à mes étudiants, vous savez, c'est bien, en démocratie, le droit se discute et les interprétations juridiques se discutent. C'est en dictature qu'il n'y a pas de discussion sur l'interprétation juridique. Hein. Donc voilà, c'est plutôt un bon signe là, qu'on ne soit pas d'accord les uns avec les autres, que même que les juges ne soient pas tous... voilà, ce n'est pas forcément un mauvais signe. Que les exécutifs, écoutez, c'est depuis la nuit des temps. Hein. Moi, je veux dire, on refait l'histoire de la science politique et du droit constitutionnel. C'est aussi l'histoire de la prise de conscience qu'un exécutif va avoir tendance à dépasser et à excéder ses compétences. Donc, depuis, je ne sais pas, tous les auteurs, je les ai ici, il n'y a pas un auteur de droit constitutionnel ou de sciences politiques depuis la nuit des temps, et quel que soit le pays, aux États-Unis, en Belgique, en France, à Rome, sous l'Antiquité, qui discutent le point de savoir comment on va limiter les pouvoirs des exécutifs. Donc, du coup, de nouveau, là, qu'un exécutif ait tendance à interpréter extensivement ses propres compétences, écoutez, c'est pas nouveau, on n'est pas, je veux dire, c'est pas nouveau, et ça a déjà été le cas et ça sera encore le cas. Plus stupéfiant, c'est comment la question de savoir comment les parlementaires acceptent. Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui je trouve très problématique. J'ai des éléments de réponse, notamment le fait que c'est pas nouveau que les parlementaires
malmenée dans notre démocratie représentative et c'est pas propre à la Belgique. Je pense que les parlementaires, ils sont coincés entre des exécutifs très puissants, des partis politiques très puissants, des électeurs pas contents. Et donc, il y a là vraiment, alors, c'est peu de dire que les parlementaires ont le blues. Ce qui est terrible, c'est que je pense que ce serait l'occasion de réexister, de reprendre sa place, cette crise Covid-19, et visiblement et manifestement, le Covid-19 est plutôt le dernier coup de butoir, comme ça, vous voyez, c'est le coup de massue final plutôt que le phénix ou l'étincelle qui les fait revivre. Et donc ça, de nouveau, je ne sais pas si dans le groupe Facebook, puisque je ne vois pas ce qui s'y passe, il y a l'un ou l'autre parlementaire, c'est une vraie interrogation. Je pense que d'ailleurs, il faut toujours se mettre à la place d'autrui parce que la critique est facile aussi. Je dis, moi, je vois dans mon métier, enfin, c'est facile pour personne. Donc, loin de moi l'idée de dire que c'est facile d'être parlementaire en Covid-19. C'est pas facile pour vous, auquel c'est pas facile pour nous dans les Unis, c'est pas facile à Ounia. Je veux dire, on est tous aussi, j'insiste, et on fait tous aussi un peu semblant qu'on est en période normale. Donc, je suppose que les parlementaires, c'est la même chose. Mais après, les parlementaires, sans doute, donc il faut se mettre à leur place et répondront, mais nous, on fait du job, on est dans des commissions, on pose des questions, on fait des interpellations, on suit ce qui se passe, et ça, j'en doute pas, quoi. Il y a une espèce de réactivité très grande chez les parlementaires, mais si vous voulez, ce qui est problématique, c'est que la Constitution, elle ne prévoit pas que les parlementaires sont juste réactifs. Les parlementaires ne sont pas là seulement pour taper sur le baudet et le mulet qui avance et vous voyez, c'est eux qui dirigent la charrette normalement, les parlementaires. Alors évidemment, de nouveau, on va dire oui, mais on sait bien, les ministres, c'est eux qui sont importants, on voit bien partout, c'est déjà en règle générale l'empire des chefs, et alors le Covid-19, c'est l'empire des super chefs. Oui, d'accord, moi je veux bien, alors qu'on change, vous voyez qu'on Donc, change la message envoyé aux Constitution. parlementaires, en tout cas. Mais oui, qui ne se contentent pas d'un rôle réactif. Les parlementaires peuvent, enfin, ils ont plus que le droit, ils ont le devoir, en fait, d'adopter des lois et d'œuvrer à leur niveau. Je pense qu'une des pistes, c'est qu'ils sont sans doute pas outillés. Hein, ça, je peux entendre ça, et je pense que c'est un problème auquel on devrait réfléchir. Plus largement qu'en période Covid-19, vous voyez, avoir des administrations parlementaires plus importantes, avec des armées de juristes capables de travailler avec eux à une loi Corona, donc les sortir d'une forme de dépendance à la fois vis-à-vis des ministres et à la fois vis-à-vis des partis politiques, c'est essentiel pour qu'ils puissent jouer leur rôle. Parce que de fait, qu'est-ce que ça veut dire? Adopter une loi Corona, qu'est-ce que ça veut dire? C'est compliqué pour eux. Donc, si visiblement les partis politiques ne veulent pas aider à le faire et que les ministres ne veulent pas les aider à le faire, il faudrait que les parlementaires aient leur autosuffisance intellectuelle, vous voyez, juridique. Ben voilà, ok, les ministres ne sont pas d'accord, les partis politiques ne sont pas d'accord, c'est pas grave, moi la Constitution, c'est moi qui dois le faire, donc je le fais. Ça, je pense que cette crise nous apprend que c'est essentiel, qu'il faut une autarcie juridique des parlementaires, puisque la situation, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de députés qui voudraient une loi Corona, mais qui sont tout simplement visiblement, qui n'ont pas le know-how et les conseils et la matière grise pour les aider à le faire. Okay. Merci en tout cas pour cette analyse. J'aimerais revenir à quelque chose que vous avez déjà dit et qui rejoint une des questions qu'on a pu récolter sur le live. Donc, il y avait quelqu'un qui exprimait le fait qu'il avait été contrôlé pour non-port du masque à Bruxelles, qu'il l'avait enlevé pour éviter une crise d'hyperventilation et que la police avait rédigé un PV qu'il n'avait toujours pas reçu. Et qu'un ami proche lui avait dit qu'il pouvait contester, à mon avis, justement, parce qu'ils ont dû entendre ce cas qui s'est passé à Charleroi, donc de juge qui n'a pas voulu, en tout cas, se poursuivre pénalement la personne. Est-ce que oui ou non, un masque est-il obligatoire? En tout cas, est-ce que oui ou non, on peut être poursuivi pénalement si on ne respecte pas une mesure? Bon, alors, vous voyez, là, on atteint déjà la limite du rôle ou de l'exercice que je peux faire parce que tout va dépendre de la date de l'infraction, comme je le disais. Donc, non seulement, rien que sur les règles fédérales, on était à 24 arrêtés ministériels depuis la mi-mars et les règles ont changé dans le temps, d'une part, mais d'autre part, depuis l'été, on a les autorités fédérales ont largement délégué à
à Bruxelles, sur Bruxelles ou aux communes et aux provinces, en sorte telle qu'il est extrêmement compliqué, c'est le rôle d'ailleurs des avocats notamment, de pouvoir encore dire des règles claires comme ça. En fait, ça dépend de la date, ça dépend du lieu, là, ça a l'air d'être Bruxelles. Mais tout ce que je sais, et ça c'est important en effet, c'est qu'il y a toujours moyen de contester. Et le fait, je ne sais pas si l'obligation juridique existait de porter le masque à ce moment-là, je suppose que oui quand même, puisque ça a fait l'objet d'un PV, mais par contre, il y a toujours moyen de contester, ça c'est un droit, donc vous avez le droit, ça veut pas dire, moi je trouve que c'est plus intéressant ça, d'ailleurs moi je n'appelle pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord d'ailleurs avec la désobéissance civile et on ne respecte pas les mesures. Je vais vous dire, moi j'ai le discours que j'ai, mais je pense être une de celles qui respectent le mieux les mesures en vigueur, notamment parce que je les connais, que j'ai cette chance d'être juriste. Parce que je trouve que c'est important de différencier les deux. Donc, c'est ça qui est important aussi, c'est d'essayer de contester, et notamment le fait d'enlever son masque parce qu'on hyperventile. Mais évidemment qu'un juge peut entendre ça. Il doit entendre d'ailleurs aussi ça, parce que évidemment qu'on va pas. Le but, c'est protéger notre santé, et c'est pas nous faire mourir en portant le masque. Donc, il faut absolument, en effet, et c'est là que je peine à aiguiller de manière plus précise, parce que selon la commune, ça va être une amende administrative, enfin une amende communale, ou ça peut être d'autres types d'amendes. Mais donc le plus important, alors il a dû recevoir, ceux ou celles d'ailleurs a dû recevoir un PV, eh bien il faut contester, prendre l'information, on est obligé de vous dire où vous pouvez contester l'amende, et alors vous la contestez, et vous allez devant, selon le juge de police, comme à Charleroi, le tribunal correctionnel, ça dépend de nouveau le type d'infraction, et expliquer, il faut expliquer, et il ne faut pas hésiter à le faire, ça reste un droit fondamental, parce qu'en effet, c'est important de faire, c'est prévu comme tel en fait, c'est à ça que servent les juges, vous voyez, ok, peut-être que le policier a constaté une infraction, mais le juge il est là pour contrôler, tiens, qu'est-ce que vous allez dire monsieur, madame, pourquoi vous ne l'avez pas fait, d'accord, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais moi je souffre d'hyperventilation, je dois absolument, et voilà. Donc, merci pour cette réponse en tout cas. C'est surtout oui, aussi, si ce monsieur-là a un certificat de son médecin, ça rentre justement dans ce qu'on appelle les aménagements raisonnables. Ok, d'accord. Je vais peut-être vous partager une autre question, peut-être la dernière, je vais voir un peu au niveau du timing, on a encore un peu de temps. Ici, on a Stéphane qui nous pose la question. J'ai fait face plusieurs fois à des réflexions telles que nos grands-parents ont vécu la guerre, ailleurs des personnes vivent pire que nous, alors arrêtons de se plaindre de ces restrictions. Que devrais-je répondre? Car en utilisant ces prétextes, toutes les restrictions de nos droits peuvent se justifier. Qui prend la parole d'abord? Comme vous voulez. Astérie, vous prenez La parole. Ben non, tu peux y aller. Donc, moi, sur, je ne sais pas si cette personne, il ou elle d'ailleurs, est jeune, mais en tout cas, une chose dont je suis sûre, c'est que ce qu'on ne dit pas assez, à mon avis, c'est à quel point cette crise est difficile pour les jeunes. Elle est à la fois difficile pour les jeunes parce que je pense que c'est plus dur quand on est jeune d'être réprimé, enfin d'être restreint que quand on est âgé, mais aussi parce que de nouveau, c'est l'observation du droit qui depuis la mi-mars qui me le fait dire, c'est que c'est un droit, excusez-moi, et j'en fais partie, qui est produit par les vieux. C'est vraiment un droit produit par des vieux et qui utilisent notamment des concepts de vieux. Le concept de bulle, là, c'est vraiment quelque chose qui est complètement inadapté aux jeunes. Le fait de ne pas pouvoir, vous voyez, de devoir contrôler ses déplacements en ayant un but, ou de contrôler ses relations en se disant telle personne, je vais la voir de manière monomaniaque pendant 6 semaines, c'est des choses qui sont absolument inadaptées aux jeunes. Je veux dire, être jeune, c'est précisément ça, c'est sortir dans la rue sans avoir de but, et c'est aussi ne pas savoir très bien qui sera son copain, sa copine, demain, avant-hier, dans 3 semaines, s'ouvrir aux rencontres. Et alors que dire de ces limitations? Par définition, on a limité les rassemblements, puisqu'on sait que c'est quand on est groupé et de manière proche que le virus circule. Et donc ça, de nouveau, je pense que l'impact des mesures sur un jeune et sur un vieux n'est pas le même. Moi, personnellement, franchement, que les discothèques soient fermées depuis la mi-mars, ça n'a pas beaucoup d'impact sur moi, alors qu'évidemment, même les bars ou les lieux de socialisation.
Et donc, à cette personne qui se demande, à qui on dit oui, enfin, pendant la Première Guerre, la Deuxième Guerre, je ne sais pas, c'était beaucoup plus dur, eh bien, moi, je répondrais, écoutez, en fait, il faut prendre conscience aussi que pour les jeunes, c'est difficile, c'est un peu court de leur dire c'était pire pendant la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Son côté il faut quand même raison garder, on ne va quand même pas comparer, à mon avis, la pandémie du Covid-19 avec deux conflits mondiaux. Et à ce jeune-là, je lui dis, bah, en tout cas, il y en a d'autres, des personnes, des vieilles, des vieux comme moi, qui savent, j'en parlais encore avec des students ce matin, à quel point c'est difficile pour vous et à quel point vous contribuez, mais vous encaissez cette crise, mais un maximum, quoi, que ce soit franchement la fermeture des universités, la limitation des rassemblements, le fait que les écoles qui ont quand même fermé aussi lors de la vague du premier confinement, et je me répète, mais un droit qui n'est pas calibré sur vous et avec des mesures qui sont, je pense, plus dures pour vous que pour nous, les plus anciens. Donc, on le sait, moi, on le sait. J'espère on le prend, pour la majeure partie d'entre nous, on le prend en compte et il faut tenir bon. En fait. Il faut vraiment tenir bon. Et voilà. Voilà. Alors, au niveau du timing, on a encore 10 petites minutes. Vous avez parlé tout à l'heure justement Emmanuel, principalement, du fait que tous les juristes n'étaient pas d'accord. Et on a une personne qui a réagi, justement, qui avait posé la première question à laquelle vous avez répondu, et qui a réagi en disant, mais je ne comprends plus, je pensais que vous avez des arguments solides juridiques. Comment ça se fait qu'après, en fonction du juriste, on peut interpréter… Mais ça, c'est typique, je le disais, alors que moi, ça fait un peu Colombo pour ceux qui connaissent encore. Je le disais à mon époux encore il y a quelques jours, vous voyez, je le disais à ma femme. En fait, c'est typique des non-juristes. Les non-juristes ont un désir de vérité univoque, unique par rapport aux juristes qui moi, qui personnellement me fait froid dans le dos. Je comprends, mais à la fois, ça me fait froid dans le dos. Donc, à ce monsieur, cette madame-là, je dis, écoutez, en fait, vous avez très, très envie que le droit soit unique, un peu comme si c'était une science exacte. Vous voyez, 2 plus 2 égale 4. Et vous avez envie qu'en droit, ça soit la même chose. Et donc, ici, dans la question qui nous préoccupe, que ça soit anticonstitutionnel et que tout le monde soit d'accord avec ça. Eh bien, je vais vous dire, le problème, ou la joie d'ailleurs, ça dépend comment on le prend, c'est que le droit n'est pas une science exacte. Et que donc, les choses se discutent parce que selon l'interprétation, j'ai du mal évidemment à vous expliquer le point de vue inverse, pas parce que je suis fermée et bouchée à l'émery, mais parce que, en fait, voilà, sans doute parce que je m'auto-convainc, je ne sais pas, mais il faudrait un autre juriste, ça peut être intéressant de faire un débat avec un autre juriste qui trouve qu'il n'y a pas de problème et que tout est constitutionnel. Donc, j'ai du mal à vous expliquer la position inverse parce que moi-même, je suis très convaincue par la position que je défends, mais tout ce que je sais, c'est que c'est, à mon avis, normal, comme je le disais, qu'en droit, les choses se discutent, un peu comme, par exemple, vous allez prendre les médecins. Vous voyez, les médecins, c'est peut-être et on en a vu d'ailleurs même sur cette crise-ci. Vous voyez, les médecins, quand vous avez quelqu'un qui est malade, bien, vous n'avez pas toujours le même diagnostic. Ou même si vous avez le même diagnostic, vous n'avez pas toujours ils n'ont pas les mêmes manières de faire. Les recommandations, on l'a vu sur le Covid-19 aussi. Donc, je veux dire, ce qui est vrai pour la médecine, c'est encore plus vrai d'une certaine manière pour le droit, qui n'a pas ce lien avec les sciences exactes comme pourrait l'avoir la médecine, peut l'avoir avec, par exemple, la biologie ou la chimie. Et donc, le droit n'est pas une science exacte. Ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que le principe de causalité qui est propre aux sciences exactes, vous pouvez faire une action, un objet, et puis ça va aboutir toujours au même résultat. Ce n'est pas le principe qui nous guide en droit. On n'est pas, et heureusement d'ailleurs, on n'est pas gouverné par le principe de causalité. Et donc, il y a des discussions. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est tant mieux parce que c'est la caractéristique d'une démocratie. Dans des dictatures, eh bien, vous avez un chef d'ailleurs en général qui dit le droit c'est comme ça, il y a une interprétation et vous risquez votre vie quand vous interprétez le droit différemment. Et donc je comprends très bien cette envie de certitude, surtout dans ces périodes d'incertitude. Mais moi, je suis pas un gourou. Je ne suis pas une grande prêtresse, je ne suis pas une grande mathématicienne qui pourrait dire oui, l'équation c'est comme ça. Je
pense que d'ailleurs, en plus, en matière, même dans les sciences exactes, il y a beaucoup de discussions en scientifique et que c'est comme ça que la science avance. Et donc, je suis juste une constitutionnaliste et qui témoigne de la relativité aussi des solutions que peuvent apporter les analyses juridiques par rapport à tel ou tel événement. Et je vais vous dire, ce n'est pas grave, c'est bien, parce que le jour où il n'y aura plus ça, c'est là qu'il faudra s'inquiéter, même si c'est inconfortable dans nos vies quotidiennes. Merci pour cette réponse, Anne-Emmanuelle. On approche tout doucement de la fin. Je voulais savoir si Astérie, vu qu'on ne t'avait pas beaucoup entendu ici sur cette deuxième partie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, réagir, apporter un petit mot de conclusion, comme tu souhaites. Ah, mais moi, je profite de la présence d'Anne-Emmanuelle, évidemment. Hein. C'est mutuel. Je profite. Je ne sais pas si c'est vraiment la conclusion, mais tout ça nous met quand même nous donne pas mal de travail, hein, quel que soit le niveau, quel que soit le bout par lequel on va prendre les choses, parce qu'il s'agit de trouver aussi un équilibre entre la liberté individuelle de la personne et puis le bien commun. Et puis, voilà, c'est vraiment, ça nous donne du travail et surtout, il s'agira de trouver vraiment un juste équilibre et sans piétiner les droits des personnes et en même temps, arriver à continuer à vivre en société. Ce n'est pas toujours évident. Il faudra bien que chacun quand même pense qu'on est, tout en étant individuel, nous vivons aussi dans une communauté, dans une société, et comment on va rééquilibrer tout ça aussi. On compte bien sûr sur les juristes. Mais peut-être si on avait... On compte sur vous pour monter la garde. Si on avait justement un message, j'ai l'impression que beaucoup dans la situation actuelle, les citoyens sont en quête de tiens, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant qu'il y a ce constat qui a été fait, ces interpellations qui ont été faites. Les citoyens peut-être attendent comment pouvoir agir, comment avoir une prise sur ce qu'ils subissent. Oui, Anne-Emmanuelle. Moi, d'ailleurs, je dois aussi le faire moi parce que j'arrête pas de conseiller ça et puis je le fais pas moi. Donc, il faut absolument que je le fasse aussi. C'est qu'il faut écrire à nos parlementaires. Je veux dire, même la ministre de l'Intérieur qui adopte ses arrêtés ministériels reconnaît que c'est intéressant de penser à une loi pandémie. Vous voyez, un cadre légal, quoi, qu'il y ait une discussion parlementaire sur ce qui se passe. Enfin, bon. Et donc, vous avez tous, le droit de vote est obligatoire en Belgique. Donc, normalement, on a tous voté, ou la plupart d'entre nous avons voté. On a donc désigné des parlementaires, ou en tout cas, on a des parlementaires qui sont dans notre circonscription selon où on habite. Eh bien, il faut leur écrire. Moi, je trouve que ça sert à ça aussi, quoi. Pourquoi? Excusez-moi, j'ai entendu, qu'ils n'hésitent pas à me citer, j'ai entendu une constitutionnaliste qui disait quand même, c'est curieux qu'il n'y ait pas de loi Corona. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comptez un jour adopter une loi? Oui, non, et pourquoi? Je pense que c'est important parce qu'alors, du coup, les parlementaires, ils vont... je me dis qu'ils sont à un stade d'avoir un tel blues, s'ils se désactivent eux-mêmes, s'ils sentent qu'on est nous les électeurs derrière et on attend de quelque chose, ça leur donne aussi un rapport de force, vous voyez, en disant bon, ben c'est vrai, là, 2 secondes, là, c'est sympa de toujours attendre que la ministre de l'Intérieur adopte quelque chose, mais peut-être qu'on peut s'y mettre aussi. Oui, voilà. Merci. Donc, Astérie, ça, je pense peut-être Astérie, qu'est-ce qu'on peut faire pour chez UNIA? Ben, écoutez, nous signaler dans la mesure du possible ce qui semble des incohérences, parce que nous avons toujours cette possibilité-là de faire remonter à différents niveaux de pouvoir donc, ce que les citoyens nous apportent. C'est-à-dire que quand on rassemble, par exemple, une situation qui va se passer dans le milieu, je ne sais pas, dans les maisons de repos ou dans les écoles, on va vraiment se pencher dessus de façon structurelle. Si possible, si nécessaire, avec nos collègues du service de lutte contre la pauvreté ou de Myria, ou ceux qui travaillent sur la Convention de l'ONU pour la protection de la personne handicapée. Et donc, voilà, on essaye de faire vraiment un dossier solide et structurel, mais ça, nous pouvons le faire, il ne peut être solide que si les personnes nous contactent. Tu vois, pour qu'on nous ramène, si on nous ramène jusqu'à UNIA,
des demandes, plus il y aura des personnes et plus évidemment on est légitime à porter le dossier ou le questionnement en tout cas des citoyens. Eh ben, merci en tout cas pour ces actions claires qui peuvent aussi nous aider à savoir comment agir sur cette situation. Je vous remercie toutes les deux d'avoir été présentes aujourd'hui. C'était vraiment super intéressant, super riche. Et je remercie aussi toutes les personnes qui étaient avec nous sur le live Facebook. On ne vous aura pas vu, on n'aura pas pu profiter de vous, mais en tout cas, on est heureux. J'espère que cette activité vous a plu et que ça nous a permis, en tout cas moi, ça m'a plu, ça m'a intéressé, j'ai appris et je vous remercie pour cela. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et tous et j'espère à bientôt. Que l'on puisse se revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.